Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Clé de vie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce qui nous distingue vraiment en tant qu'être humain, notre pensée fondamentale. Ce concept est la clé de voûte de notre développement personnel et de notre compréhension du monde. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car des révélations surprenantes vous attendent dans les détails. Les êtres humains se distinguent principalement par leur couche de pensée fondamentale. Il est essentiel de maîtriser cette couche de pensée car elle détermine vos schémas de pensée, vos comportements, la structure de vos compétences et même votre destin. La pensée fondamentale, ce sont ces lois essentielles qui régissent le fonctionnement de toute chose. Warren Buffett l'a si bien dit. Si vous voulez vraiment comprendre le monde, le meilleur moyen est de bien comprendre votre propre domaine. Plongez profondément, maîtrisez ces lois fondamentales. Une fois que vous y parvenez, la compréhension des autres domaines deviendra étonnamment simple. L'idée de Buffett est claire. Si vous n'avez pas encore percé les mystères du monde, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore exploré votre propre domaine en profondeur. C'est en défrichant cette couche de pensée fondamentale de votre spécialité que vous pourrez saisir la vérité universelle. Cette pensée fondamentale, ce sont les lois qui régissent l'existence, un peu comme ce que Confucius appelait le Li, Lao Tse le Tao et Bouddha la sagesse. Les enseignements du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme reposent tous sur ces règles essentielles, et c'est là que réside leur grandeur. Chaque domaine a ses propres connaissances spécialisées, et le monde regorge d'une infinité de savoirs. Pourtant, la pensée fondamentale de tous ces domaines est intrinsèquement liée. Plus vous vous rapprochez de cette couche de pensée, plus les lois deviennent simples car elles transcendent les professions, elles traversent et unifient tout. Gardez bien ceci à l'esprit. Quel que soit votre domaine, si vous en maîtrisez les lois fondamentales, vous serez capable de décrypter de nombreux autres champs. Les connaissances peuvent être segmentées par domaine, mais les lois et leur essence ne le sont jamais. En maîtrisant ces lois fondamentales du monde, vous pourrez voir l'océan dans une goutte d'eau, la forêt dans un seul arbre ou le désert dans un grain de sable. Lorsque vous possédez cette capacité, vous percevez l'essence des choses et vous vous déplacez avec une aisance incroyable entre les différents domaines. Première logique, la relation entre la pensée fondamentale et le schéma de pensée. Celui qui maîtrise les lois fondamentales développe un modèle de pensée ouvert et sain. On dit « sans pensée profonde, tout effort est vain ». De même, sans un schéma de pensée sain, même les réflexions les plus profondes perdent leur sens. Le schéma de pensée le plus sain peut se résumer en deux mots, la pensée dialectique. Qu'est-ce que la pensée dialectique ? Les esprits véritablement brillants adoptent un modèle de pensée semblable au symbole du tai chi, où le yin et le yang s'entremêlent. Le yin et le yang, dans ce contexte, représentent la capacité à saisir les deux aspects contradictoires de toute chose, tout en trouvant leur opposition et leur unité. Par exemple, l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est exprimer votre bonté de la manière dont l'autre en a besoin, non pas imposer ce que vous croyez bon. La communication, qu'est-ce que c'est ? C'est formuler vos arguments dans le langage de l'autre, non pas utiliser le vôtre pour exposer vos idées. Débattre, qu'est-ce que c'est ? C'est utiliser la logique de l'autre pour défendre votre point de vue, plutôt que d'employer la vôtre pour prouver que vous avez raison. Vendre, qu'est-ce que c'est ? C'est faire en sorte que le client se sente avantagé, non pas lui vendre ce que vous croyez être bon marché. La sympathie, qu'est-ce que c'est ? C'est faire en sorte que l'autre se sente excellent à vos yeux, non pas prouver à quel point vous êtes compétent. La compréhension, qu'est-ce que c'est ? C'est percevoir le problème du point de vue de l'autre, non pas de votre propre perspective. Les personnes véritablement habiles savent toujours percer à jour l'autre, leurs besoins, leur langage, leur logique, leurs sentiments, leurs atouts, leurs points de vue. Elles alignent leurs propres valeurs avec les besoins de l'autre, leurs arguments avec le langage de l'autre, et leurs perspectives avec la logique de l'autre. C'est là la fusion du yin et du yang, répondant aux critères d'harmonie yin-yang de la pensée dialectique. Si vous vous en tenez uniquement à votre propre point de vue lors d'une discussion, ou si vous ne vous concentrez que sur la démonstration de votre propre valeur en société, cela ne fera que mettre les autres sur la défensive. Ce n'est plus une combinaison yin-yang, mais un état de yin ou de yang isolé, incompatible avec la pensée dialectique. Le monde est intrinsèquement constitué d'oppositions yin et yang. La pensée dialectique se manifeste dans des proverbes comme « Après la pluie vient le beau temps »,« Nul bien sans peine » ou « Dans la prospérité, songe à l'adversité », qui signifie que même dans le calme, il faut anticiper les dangers. Ou encore dans la célèbre histoire de Sai Weng perd son cheval, qui illustre l'imprévisibilité de la fortune et du malheur. Deuxième logique.
La capacité à acquérir des connaissances est plus cruciale que les connaissances que vous possédez. La marque d'une personne dotée d'une forte pensée fondamentale est qu'elle n'est plus enchaînée par le savoir, mais le transcende. Bruce Lee, lors de l'élaboration du Jeet Kune Do, a compris que ce qui est appris est aussi ce qui est perdu. Les connaissances et compétences que vous maîtrisez doivent être désapprises, oubliées. Apprendre est vital, mais ne vous en faites pas l'esclave. Ne cherchez pas à dépendre des éléments extérieurs comme le savoir et les compétences. Ce n'est qu'en dépassant cette dépendance que vous deviendrez leur maître, capable de maintenir un état d'harmonie corps-esprit et de vous mouvoir avec la liberté d'un cours d'eau. La meilleure façon d'aider quelqu'un est de libérer sa pensée, de briser les chaînes de sa perception et de lui apporter l'illumination pour qu'il trouve lui-même les réponses plutôt que de lui donner directement. Il est dit, mieux vaut apprendre à quelqu'un à réfléchir plutôt que de lui donner la réponse. En effet, donner directement les réponses à autrui, c'est lui retirer le droit de penser. Si une personne prend l'habitude de chercher des réponses auprès des autres sans réfléchir par elle-même, elle finira par perdre la capacité de penser. Les enseignants, les ouvrages et les cours qui ne fournissent que des méthodes ou des réponses toutes faites sont médiocres. Un cours médiocre est celui où l'enseignant donne constamment les réponses aux élèves, les dispensant de toute réflexion. En revanche, un cours excellent est celui où l'enseignant pose continuellement des questions pour que les élèves trouvent eux-mêmes les réponses, développant ainsi leur capacité de pensée indépendante. Beaucoup de personnes paresseuses dans leur pensée désirent toujours trouver des méthodes extérieures, comme si elles cherchaient une clé universelle pour résoudre tous les problèmes sans avoir à réfléchir ni à se développer. C'est le signe d'une quête de raccourci et d'un évitement des responsabilités. Une méthode n'apparaît que lorsque la conscience a atteint un certain niveau, et elle se découvre par la pratique et l'expérience. Peu importe le génie d'un enseignant ou d'une personne accomplie, ils ne peuvent que donner des pistes. La véritable méthode doit être comprise et assimilée par vous-même. Nous devons nous efforcer de maîtriser les connaissances et les compétences, mais finalement, nous devons les oublier. Dans le Sutra du Diamant, il est dit « Tous les phénomènes conditionnés sont comme un rêve, une illusion, une bulle, une ombre, comme la rosée et l'éclair. Ainsi faut-il les considérer. » Cela signifie que toutes les méthodes écrites sont semblables à des illusions fugaces, non éternelles, susceptibles de disparaître à tout moment. Nous devons comprendre l'essence plutôt que de nous accrocher aux méthodes. Le Tao Te Ching s'ouvre sur la phrase « La voie qu'on peut nommer n'est pas la voie éternelle ». Cela signifie qu'aucune méthode ne peut être décrite avec une clarté absolue. Même si l'on s'efforce de l'expliquer, une fois qu'elle est explicitée, elle perd déjà de sa justesse originelle. Mais il est regrettable que les méthodes et les compétences soient précisément ce que la plupart d'entre nous poursuivent quotidiennement. Ce n'est qu'en saisissant les principes fondamentaux que toutes les manifestations apparentes deviendront comme des illusions et que vous aurez une vision pénétrante de toute chose. Troisième logique. Pour devenir une personne extraordinaire, il faut franchir 3 étapes. Première étape, accepter sa propre banalité. Deuxième étape, rechercher le calme intérieur. Troisième étape, découvrir sa propre extraordinaire. Cependant, la plupart des gens ne parviennent pas à franchir la première étape, car ils se considèrent déjà comme extraordinaires. Si une personne ne peut admettre sa banalité, elle ne pourra jamais découvrir son caractère extraordinaire. Il en va de même pour les parents. Lorsqu'ils acceptent la banalité de leurs enfants, ils découvrent leur caractère extraordinaire. C'est la loi la plus juste que la nature ait offerte à l'humanité. De même, il existe 3 niveaux de sagesse. Premièrement, détecter la bêtise des autres. La plupart des gens dans le monde ne sont que des êtres ordinaires. Ils rient, parlent, se mettent en colère, sont avides et sont pris par l'illusion. Ils s'accrochent obstinément à leurs erreurs et se croient dans le vrai. Pour percevoir la bêtise des autres, nous avons besoin d'une compréhension profonde de la nature humaine. Deuxièmement, détecter sa propre bêtise. Reconnaître la bêtise des autres n'est qu'un niveau de sagesse fondamentale. Pour percevoir sa propre bêtise, nous avons besoin d'un degré de conscience plus élevé. Admettre sa propre bêtise exige non seulement de la sagesse, mais aussi un immense courage. Plus une personne en sait, plus le monde de l'inconnu est vaste. Elle se considère toujours comme une grenouille au fond d'un puits, levant les yeux chaque jour vers le ciel étoilé, désireuse de dépasser les limites de leur perception. Comme Socrate l'a dit un jour, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Troisièmement, vivre en harmonie avec la bêtise. Découvrir la bêtise des autres et la sienne est une grande sagesse.
Mais cette sagesse elle-même peut devenir la plus grande des chaînes. La capacité de briser cette chaîne détermine si une personne peut vivre heureusement. Beaucoup de gens, une fois arrivés à cette étape, deviennent arrogants et souhaitent se retirer du monde. Cependant, la plus grande sagesse n'est pas de détecter la bêtise, mais de l'accepter. Accepter signifie être toujours prêt à abaisser son ego, à pouvoir communiquer et vivre en harmonie avec n'importe qui. C'est l'état de non-soi. Lorsque l'ego n'est plus, nous nous éloignons de toutes les souffrances de ce monde. Quatrième logique. Il y a 2 chemins pour percer la vérité du monde. Le premier est d'être suffisamment intelligent. Quand une personne est suffisamment intelligente, elle peut garder sa rationalité et son calme face à l'immensité du monde. Elle peut percer les couches d'information pour voir à travers les pièges et éviter d'être manipulée. Le second est d'être suffisamment bon. Quand une personne est suffisamment bonne, elle peut ressentir de l'empathie pour la douleur des autres. Elle aura naturellement de la compassion pour les plus vulnérables et pourra ainsi expérimenter le monde de manière authentique. La différence entre les deux est frappante. L'intelligence est un don inné, quelque chose que nous ne pouvons généralement pas modifier. La gentillesse, en revanche, est un choix, une décision que nous pouvons prendre à tout moment, même en un instant fugace. Pourtant, la gentillesse est bien plus difficile que l'intelligence. Le talent, pour certains, est une évidence, presque un acquis. Mais choisir la bonté exige une résistance constante aux tentations. Si nous ne faisons pas attention, notre propre talent peut nous égarer et influencer négativement les choix que nous faisons. Dans ce monde, seuls quelques génies sont dotés d'une intelligence exceptionnelle. Pour nous, les gens ordinaires, le chemin le plus sûr pour discerner la vérité passe par la gentillesse. C'est notre véritable boussole. 5e logique. Reculer d'un pas, cesser de courir après, vaut mieux que de s'acharner à poursuivre un vain mirage. De nos jours, gagner sa vie est devenu une tâche de plus en plus ardue. Chacun cherche désespérément une issue, une échappatoire. Le plus déchirant, c'est que nous préférons gaspiller notre énergie à chercher de nouveaux raccourcis plutôt que d'investir dans notre propre amélioration. Nous préférons utiliser notre intelligence pour tenter de nouvelles astuces, au lieu de nous concentrer sur l'amélioration réelle de nos produits et services. Prenez par exemple le live stream, la vente en ligne, les courtes vidéos. Ce ne sont que de nouvelles façons de vendre. Mais si peu de gens se soucient du développement réel du produit, encore moins sont prêts à s'immerger totalement pour apprendre en profondeur. En réalité, en agissant ainsi, ils ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent, et c'est la conséquence inévitable de l'évolution de notre société. Pourquoi le destin, ou si vous préférez, la vie, semble-t-il punir les pêcheurs qui ne parviennent plus à attraper de poissons ? Parce que ce n'est que lorsqu'ils sont absolument incapables de pêcher qu'ils sont contraints de battre en retraite et de changer de cap. C'est une dure leçon, mais nécessaire. Pourquoi tant de personnes sont-elles de plus en plus anxieuses, réfléchies et pourtant incapables de gagner leur vie ? Parce que le modèle de développement précédent était d'une brutalité aveugle. Seuls ceux qui manquaient de culture mais osaient prendre des risques insensés parvenaient à s'enrichir. C'est un héritage lourd à porter. Un chat qui a goûté au poisson n'oubliera jamais sa saveur exquise. Un voleur qui a réussi un coup et s'est enrichi développe une mentalité de coup de chance et ne désire plus travailler honnêtement. C'est le piège de la facilité. 6e logique. Comment atteindre le bonheur maximal ? Comment structurer nos compétences pour atteindre le bonheur maximal ? La structure du bonheur maximal se compose ainsi. La conscience la plus élevée, suivie par la compétence en 2e position, la richesse en 3e et les désirs au plus bas niveau. Cette configuration nous offre le plus haut niveau de bonheur. Pourtant, la grande majorité des gens inversent cette structure. Les désirs sont au sommet, suivis par la richesse, puis la compétence et enfin la conscience, relégués au plus bas niveau. C'est pourquoi ils endurent tant de souffrances, toujours dans une anxiété et une insécurité constantes. 7e logique. La meilleure façon de consoler quelqu'un est parfois de lui dire « En fait, ma situation est encore pire que la tienne ». N'essayez surtout pas de sermonner. Cela ne ferait qu'accentuer leur sentiment de misère. Quand quelqu'un vient chercher du réconfort, il vous demande en réalité, indirectement, « Suis-je vraiment si pitoyable ?» Dans ce cas, il vous suffit de lui faire comprendre 2 choses simples. Premièrement, vivre n'est pas une mince affaire. Regardez autour de vous, qui ne connaît pas son lot de souffrances ? Deuxièmement, mon éclat n'est qu'une façade. En réalité, je souffre bien plus que vous. À ce moment-là, ils se sentiront soudainement apaisés, un poids en moins sur leurs épaules. Si vous les consolez avec un ton compatissant en disant « Demain ira mieux, tu te sentiras aussi bien que tout le monde », ils ne feront que s'enfoncer davantage dans la tristesse.
car cela ne ferait que confirmer leur propre échec, leur singularité dans la misère. C'est la nature humaine profonde. Je peux être un échec cuisant, mais je ne peux pas l'admettre. J'ai besoin de voir que tout le monde échoue, ce n'est qu'alors que je pourrai trouver la paix. Ah, il s'avère qu'il y a tant de gens dans le monde qui sont encore plus mal lotis que moi. Alors, pourquoi devrais-je me lamenter ? Je devrais plutôt me sentir secrètement chanceux. En résumé, tous les échecs ne méritent pas la pitié ou l'empathie. Et tous les malheureux ne sont pas prêts à affronter la vérité. Ils préfèrent se mentir à eux-mêmes et vivre dans une bulle d'autoconsolation. 8e logique. Ce qui est gratuit est en fait le plus cher. Pourquoi les plateformes de commerce électronique, les portefeuilles numériques, doivent-ils souvent brûler de l'argent pour leurs promotions initiales ? C'est parce qu'ils veulent donner aux consommateurs le sentiment d'un petit gain, d'un avantage. Et quand les consommateurs ne pourront plus quitter la plateforme, quand le marché sera devenu un monopole, ils vous forceront à payer le double, voire plus. Pourquoi tant de produits sont-ils vendus à perte ? Pourquoi dit-on que le gratuit est le plus cher ? Pourquoi les profits sont-ils repoussés à plus tard ? Tout cela pour la même raison fondamentale. Chaque fois que nous avons le sentiment de tirer un avantage, le jour viendra où nous devrons le rembourser au double. Entre collègues, amis ou partenaires, cette règle implacable s'applique également. Qui vous connaît mieux que vous-même ? L'intelligence artificielle, IA, saura ce que vous désirez acheter. Zalo, ce dont vous discutez. TikTok, ce que vous regardez. Now, ce que vous voulez manger. Google, ce que vous recherchez. Booking, où vous souhaitez voyager. C'est une intrusion constante. À l'avenir, il est fort probable que chacun de nous devienne entièrement transparent. Chaque action de notre quotidien sera enregistrée avec une précision chirurgicale. Où vous êtes allé, ce que vous avez fait, qui vous avez rencontré, combien vous gagnez par an, combien d'impôts vous payez, si vous avez des revenus illégaux ou non. Tous nos biens, toutes nos possessions seront mises à nu, sans secret possible. Ce que nous pouvons faire, c'est choisir d'être une bonne personne, de vivre avec intégrité et droiture. C'est, sans aucun doute, le meilleur passeport pour chacun d'entre nous dans ce monde de plus en plus surveillé. C'est notre véritable liberté. Approfondissons maintenant la 9e logique, une distinction cruciale, celle entre le lavage de cerveau et la véritable éducation. Imaginez un instant, vous arrivez dans un endroit où une musique entraînante résonne, où tous les participants dansent, scandent les mêmes slogans, exécutent les mêmes mouvements. Ils sont tous pris dans une frénésie corporelle. À ce moment précis, le cerveau cesse de penser. C'est là que le cerveau est manipulé, c'est ce que l'on appelle le lavage de cerveau. À l'inverse, si vous entrez dans un lieu empreint d'une grande sérénité, où le seul son est celui du dialogue, où chacun observe un silence respectueux, affichant des expressions diverses, mais où, intérieurement, les pensées fusent à toute vitesse, chacun cherchant ses propres réponses. Penser, c'est apprendre. L'essence du lavage de cerveau réside dans l'utilisation de cette frénésie corporelle pour supplanter la paresse du cerveau. L'essence même de l'éducation, elle, consiste à laisser tout s'apaiser, à offrir à l'esprit l'espace nécessaire pour réfléchir. Le lavage de cerveau sème la confusion pour empêcher les gens de penser, tandis que l'éducation stimule la réflexion par l'échange et le soutien mutuel. Le lavage de cerveau pousse à une obéissance aveugle, transformant les individus en simples outils. L'éducation, elle, nous aide à développer notre pensée critique, à devenir les maîtres de notre propre existence. Passons à notre 10e logique, celle qui éclaire une autre dualité fondamentale. La différence entre simplement gagner de l'argent et réellement se rendre précieux. Savoir gagner de l'argent n'est pas aussi puissant que de se rendre précieux. Gagner de l'argent est souvent le fruit d'une quête extérieure, tandis que la valeur personnelle découle d'un développement intérieur profond. Gagner de l'argent, c'est courir après la fortune. Être précieux, c'est laisser la fortune vous trouver. Permettez-moi une illustration simple. La plupart des gens coupent du bois chaque jour sans jamais prendre le temps d'aiguiser leur hache. Couper du bois, c'est cette quête extérieure. Aiguiser sa hache, c'est le développement intérieur. Quelle est donc la différence entre les riches et les moins fortunés ? Les riches consacrent au moins 80% de leur temps à aiguiser leur hache, puis n'ont besoin que de 20% pour abattre le bois. Ils peuvent sembler silencieux dans leur préparation, mais leurs actions sont souvent spectaculaires. À l'inverse, les moins fortunés passent 100% de leur temps à couper du bois, ne voyant que le gain immédiat sans jamais réfléchir à comment améliorer leurs propres compétences. L'argent découle des produits et services que nous offrons. Lorsque vous élevez vos produits et services à un niveau supérieur, l'argent viendra naturellement à vous. Derrière les produits et services, il y a l'esprit.
Lorsqu'une personne fait preuve d'habileté et de patience, elle peut naturellement créer des produits merveilleux. Derrière l'esprit se cache la cultivation de soi, la discipline intérieure. Lorsqu'un individu atteint un certain niveau de cultivation, il trouve la sérénité, progresse et incarne les vertus justes. Et derrière cette cultivation de soi se trouve le Tao, les principes fondamentaux. Lorsque l'être humain saisit l'essence et les lois des transformations de toutes choses, il parvient à une profonde certitude intérieure. La sécurité et le bonheur humain découlent souvent de la certitude, alors même que l'incertitude du monde ne cesse de croître. Cependant, une certitude en soi peut contrer toute incertitude extérieure. Qu'est-ce donc que cette certitude en soi? Voici quelques exemples concrets. Êtes-vous certain de pouvoir bien faire quelque chose? Êtes-vous certain de ne pas pouvoir bien faire autre chose? C'est la certitude de vos propres capacités. Êtes-vous certain de savoir quelque chose? Êtes-vous certain de ne pas savoir autre chose? C'est la certitude de votre propre savoir. Êtes-vous certain de vos forces? Êtes-vous certain de vos faiblesses? Êtes-vous certain de ce que vous désirez le plus? C'est la détermination de vos propres objectifs. Quel genre de personne souhaitez-vous devenir? C'est la définition de votre propre positionnement. Êtes-vous certain de l'étape où vous vous trouvez actuellement? C'est l'évaluation de votre état présent. Êtes-vous certain du type de personnes avec lesquelles vous vous entendez le mieux? C'est la connaissance de votre propre personnalité. Plus vous serez certain de vous-même, moins l'incertitude du monde extérieur ne vous perturbera. Abordons maintenant la 11e logique. Une observation parfois douloureuse. Qu'est-ce que l'auto-illusion? Nombreux sont ceux qui se posent la question: est-ce que faire le bien ou agir selon sa conscience permet réellement de gagner de l'argent? Curieuse coïncidence, ceux qui posent cette question sont souvent ceux qui rencontrent le moins de succès. En réalité, la raison de l'échec humain est souvent un problème de sagesse ou de discernement. Cependant, beaucoup préfèrent attribuer leurs lacunes intellectuelles à leur conscience. C'est une erreur fondamentale de penser. Il est évident que le manque de succès vient d'un déficit de sagesse, mais ils persistent à se demander s'ils ne seraient pas trop gentils. C'est une erreur répandue, car il est souvent plus facile d'accepter d'être trop bon que de reconnaître un manque de sagesse. C'est là une caractéristique humaine fondamentale. Même face à l'échec, les gens cherchent des justifications pour atténuer le sentiment d'avoir échoué. Au moins, ils peuvent se dire « je suis toujours une bonne personne ». C'est précisément cela l'auto-illusion. Ils préfèrent s'évertuer à prouver que le succès des autres est dû à des stratagèmes plutôt que d'examiner les véritables causes de leurs propres échecs. Enfin, concluons cette exploration avec la 12e logique, l'empathie à travers la réflexion personnelle. En tant que parent, l'éducation véritable ne commence pas seulement lorsque vous guidez vos enfants vers l'âge adulte, mais aussi lorsque vous tirez des leçons pour vous-même de leur propre développement. Car, très souvent, ce qui vous irrite le plus chez vos enfants, ce sont précisément les aspects que vous devez guérir en vous-même. Quand vous êtes enseignant et que vous ne vous contentez plus de donner des réponses à vos élèves, mais que vous éveillez leur esprit, les incitant à trouver eux-mêmes les solutions, c'est là que l'apprentissage véritable commence. N'oubliez jamais, il n'y a pas de questions stupides, seulement des réponses stupides. En tant que patron, si vous ne travaillez plus uniquement pour votre propre bénéfice, mais que vous vous efforcez d'offrir à vos employés une vie meilleure, c'est alors que le management, le vrai, prend son sens. Et comme entrepreneur, quand votre seule préoccupation n'est plus le profit, mais d'aider vos clients à résoudre leurs problèmes, c'est à ce moment précis que votre entreprise prend vraiment son envol. La 13e logique, une logique de survie que très peu de gens saisissent. Une fois que vous aurez intégré cette perspective et l'aurez appliquée à votre entreprise ou à votre famille, vous garantirez une prospérité durable et une vitalité éclatante à votre organisation et à vos proches. Quelques exemples pour éclairer notre chemin. Le scorpion ne se considère jamais comme venimeux. Le moustique ne pense pas qu'il est mal de piquer pour se nourrir de sang. La mouche ne trouve pas les excréments sales ou malodorants. La souris ne pense pas voler la nourriture. Nous, les humains, qualifions la souris de nuisible parce qu'elle nous dérobe nos provisions. Mais pour elle, ce n'est qu'une question de survie, de se procurer de la nourriture. Nous louons l'abeille pour sa diligence parce qu'elle produit du miel pour nous. Mais pour l'abeille, ce n'est qu'un besoin fondamental.
Les insectes sont qualifiés de nuisibles ou d'utiles uniquement en fonction des bénéfices qu'ils nous apportent. Le bien et le mal, le bon et le mauvais, ne sont définis que par les puissants, selon leur propre perspective. Après tout, dans le monde des corbeaux, le cygne sera toujours perçu comme coupable. Il n'existe donc pas de pure bonté ou de pure méchanceté absolue en ce bas monde. Si vous portez atteinte aux intérêts de quelqu'un, vous êtes une mauvaise personne à ses yeux. Si vous servez les intérêts de quelqu'un, vous êtes une bonne personne à ses yeux. Si vous vous conformez à la perception de la majorité, vous serez considéré comme raisonnable. Si vous dépassez la perception de la majorité, vous serez jugé irrationnel. Permettez-moi d'autres exemples. L'être humain se considère comme le maître de la Terre. Par conséquent, il s'autorise à établir ses propres standards, à dicter le bien et le mal, à instaurer l'ordre et les règles. Lorsqu'une épidémie se propage à l'échelle mondiale, l'humanité la nomme « virus commun ». Mais en réalité, pour la Terre, c'est l'être humain lui-même qui est le virus. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, tandis que l'espèce humaine n'est apparue que depuis 300 000 ans. Pour la Terre, l'humanité n'est qu'un clin d'œil. Et depuis notre apparition, nous n'avons cessé de détruire l'environnement, de perturber sans relâche l'équilibre écologique de notre planète. N'est-ce pas la preuve que l'être humain est bel et bien le virus de la Terre ? La pandémie de Covid-19 qui vient de s'achever était en quelque sorte le système immunitaire de la Terre. Notre planète ne supportait plus cette situation. Pour se protéger, elle a commencé à activer ses défenses pour contrer les activités humaines destructrices. Ainsi, ce monde ne distingue pas clairement le bien du mal, le juste de l'injuste, mais plutôt le fort du faible. Le bien fondé, la rectitude sont toujours déterminés par le puissant. Ce que l'on appelle le bien ou le mal est défini par le puissant lui-même en fonction de ses propres intérêts. Les règles sont ces cercles que les forts tracent pour les faibles, leur interdisant de les franchir. Vivre en société ne diffère donc en rien de la survie dans la jungle. Si vous ne dévorez pas les autres, ce sont eux qui vous dévoreront. Dans la société, il n'existe que deux catégories d'individus, les loups et les moutons. Soit vous êtes le loup qui peut dévorer le mouton, soit vous êtes le mouton attendant sagement que le loup vienne vous croquer. Par conséquent, il n'y a que deux logiques de survie. La logique de survie du loup. Comment dévorer le mouton avec élégance. La logique de survie du mouton. Comment se transformer en loup par tous les moyens. La 14e logique. Tout le monde est occupé à gagner de l'argent. Mais tout le monde n'a pas de valeur. Aujourd'hui, la majorité des gens sont affairés, mais dépourvus de réelle valeur. Pourquoi cette absence de valeur ? C'est un peu comme après l'explosion des plateformes de commerce en ligne. La plupart des produits ont vu leur prix chuter. Pourquoi ? Parce que les produits sont devenus excessivement standardisés, uniformes. Quand tous les produits se ressemblent, comment pourriez-vous en vendre un plus cher ? De la même manière, la vie de la plupart des êtres humains est aussi fragile qu'une feuille de papier, car nous sommes trop uniformisés. La plus grande tragédie de l'existence pour la grande majorité des gens, c'est qu'entre leur entrée à l'école et leur sortie, durant ces 20 années, aucun enseignant n'a pu les aider à se comprendre eux-mêmes. Ils ignorent quelle est leur personnalité, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et ce à quoi ils sont réellement destinés. Très peu de parents ont la conscience d'encourager leurs enfants à explorer leur identité en profondeur. Ces adultes que nous devenons, nous ignorons complètement nos motivations profondes et notre potentiel intrinsèque. Nous transformons en individus sans réelle distinction. C'est là la tragédie de tant de destins. Nous avons étudié sans relâche pendant plus de 20 ans, pensant être remplis de savoir, prêts à conquérir le monde. Mais en entrant dans la société, nous réalisons brutalement que nous ne sommes que des êtres ordinaires, sans aucune singularité. Aujourd'hui, l'uniformisation humaine est devenue une grave maladie. Nos talents et notre personnalité ont été érodés depuis longtemps. Des produits uniformes mènent à la surproduction, tandis que des êtres humains uniformes plongent la société dans le désordre. Pas de passion, pas de don particulier. Nous suivons la foule sans rien qui nous rende uniques. Si vous demandez à un enfant ce qu'il aime, il vous répondra instantanément « j'aime dessiner ». J'aime chanter, j'aime danser et bien d'autres choses encore. Mais posez la même question à un adulte et il lui faudra un temps infini pour trouver une réponse. C'est parce que, généralement, les enfants ne se soucient guère des avantages avant d'agir. S'ils aiment, ils foncent sans hésitation. Les adultes, eux, avant d'entreprendre quoi que ce soit, se demandent invariablement si cela leur sera utile. Ainsi, l'existence des adultes est saturée de ce qu'ils doivent faire et de ce qui apporte un bénéfice. Tel est le monde des adultes. À leurs yeux, seuls comptent les intérêts.
ni le bien, ni le mal, ni même les sentiments. Ils calculent avec une prudence méticuleuse. Chaque geste doit leur rapporter quelque chose. Ils sont sensibles et méfiants, toujours hantés par la peur d'être exploités. Leur désir les accable tant qu'ils en sont malheureux, rongés par une anxiété incessante. Bien sûr, dans quelques années, ces enfants d'aujourd'hui deviendront à leur tour des adultes sans hobby, sans véritable amour et sans passion profonde. Ils n'auront rien qu'ils aiment particulièrement, ne ressentiront plus grand intérêt pour quoi que ce soit. Ils ne seront pas satisfaits de leur vie présente, mais ne seront pas non plus ce qu'ils désirent vraiment. Ils ne trouveront aucun mot pour décrire leur propre existence. C'est là le destin de la plupart des gens, vivre dans un désespoir tranquille. Pourtant, l'avenir sera radicalement différent, car Internet est déjà là, transformant tout. La passion deviendra la principale force motrice de la production. Pourquoi cela, me direz-vous? Parce qu'Internet a décuplé la division du travail et affiné la société. Grâce à une information efficacement connectée, l'efficacité de la collaboration humaine ne cesse de croître, tandis que ses coûts diminuent. Les industries se fragmentent de plus en plus, et la spécialisation du travail humain s'affine également. Nous n'aurons qu'à nous concentrer sur le domaine où nous excellons le plus. Les autres aspects seront pris en charge par d'autres. Ainsi, vos forces détermineront votre véritable valeur. Auparavant, nous nous efforcions toujours de compenser nos faiblesses, mais à l'avenir, nous nous concentrerons sur le développement de nos forces. Dans un futur où la production à grande échelle prospérera, vous contribuerez par vos atouts et vos lacunes pourront être dissimulées. Chacun développera ses capacités et répondra aux besoins de la société. De toute évidence, dans ce contexte, votre passion est l'élément le plus crucial. Vos hobbies et vos passions détermineront les objectifs de votre vie entière, votre place dans la société et même le sens profond de votre existence. Autrefois, pour évaluer la valeur d'une personne, on se demandait combien coûtait son aiguillage. Nul besoin d'avoir beaucoup d'idées, il suffisait d'être facilement gérable et utilisable. À cette époque, l'être humain n'était qu'un rouage d'une immense machine. Mais aujourd'hui, pour juger de la valeur d'un individu, on observe sa personnalité et ses talents exceptionnels. On a véritablement besoin que vous ayez vos propres idées, et même que vous soyez capable de briser les conventions pour innover. Et sur quoi cela repose-t-il? Sur la passion d'une personne. Seule la passion, seul l'amour inconditionnel peut libérer le potentiel humain. Prenons l'exemple de Baudelaire. S'il avait été contraint à une carrière de fonctionnaire, il aurait sans doute démissionné un jour, maudit ses supérieurs et aurait fini par mener une vie d'errance. Car il était un romantique, imprégné de poésie. Son génie et son talent résidaient avant tout dans l'écriture. Vous pourriez dire qu'une passion ne nourrit pas son homme, que l'on doit finalement affronter la réalité. C'est vrai, à son époque, Baudelaire n'était qu'un poète maudit, un peu vagabond. Mais s'il avait vécu à notre ère, Internet l'aurait aidé à transformer sa passion en véritable richesse. S'il vivait aujourd'hui, il deviendrait une marque colossale, une icône mondiale, avec des millions de fans et une fortune inouïe. Les temps ont changé. Désormais, votre passion peut aussi vous faire vivre. À l'avenir, de nombreux hobbies deviendront bien plus concrets et une multitude de passions gagneront en valeur. Nous n'aurons plus qu'à nous concentrer sur l'excellence dans un domaine précis et cela libérera une production colossale. À l'avenir, qui vous êtes importera bien plus que ce que vous faites. Plus les individus ou les entreprises seront rares et distinctifs, plus leur valeur sera immense. L'irremplaçabilité équivaut à une valeur infinie. Les êtres humains deviendront plus chers et les talents encore plus rares. L'homme est en train de devenir le capital le plus crucial. La rareté des talents fera grimper la valeur de chaque individu. Dans le futur, les ressources humaines se transforment progressivement en capital humain, devenant le facteur de production prépondérant. Le talent dépasse désormais la terre et toutes les autres ressources, s'imposant comme l'élément de production le plus vital. Nous réalisons enfin que la plus belle opportunité de cette ère est de nous découvrir nous-mêmes. Le meilleur investissement, c'est celui que l'on fait en soi. C'est une conclusion à la fois fascinante et exaltante. L'entrepreneur américain Ted Leonsis avait prédit il y a 5 ans qu'en l'espace d'un siècle, l'abolition de la journée de travail de 8 heures deviendrait un droit fondamental. Mais avec les bouleversements de l'ère Internet, cela ne nécessitera pas un siècle, c'est déjà en marche, ici et maintenant. Autrefois, nous établissions des règles et des systèmes rigides, contraignant chacun à travailler selon des horaires fixes et à atteindre des objectifs prédéfinis. L'individu devait se conformer à l'organisation.
Mais à l'ère d'Internet, il nous suffit d'exploiter nos talents et de faire ce que nous aimons pour créer de la valeur. Parallèlement, nous pouvons conquérir 3 libertés essentielles: la liberté de temps, la liberté d'espace et la liberté financière. Internet marque le retour de l'individu à son essence. Nous devons affronter notre intériorité avec franchise. Qui suis-je? Que puis-je faire? Lorsque chacun d'entre nous méditera sincèrement sur ces questions, la structure sociale connaîtra une transformation majeure. L'essence même de l'économie est la créativité, et l'être humain en est le premier moteur créatif. Ce n'est qu'en retrouvant sa juste place que l'économie pourra retrouver son véritable élan. Certains diront peut-être « je ne suis pas bonne en études, je ne sais pas écrire, je ne suis pas doué pour les tâches intellectuelles, je ne sais faire que des travaux manuels ou des petites besognes ». Sachez que le type de travail importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est que vous y mettiez de la passion. Quel sera l'avenir? Ce sera la meilleure des époques, un temps où chacun pourra pleinement exprimer ses talents et assumer son rôle unique. Vos aptitudes et votre créativité ne seront plus anéanties par les trivialités de la vie. Que vous rêviez de couper du bois, d'élever des chevaux, de contempler la mer ou de parcourir le monde, vous pourrez vous appuyer sur votre passion et votre talent pour vivre la vie que vous désirez. Mais ce sera aussi la pire des époques, car les organisations traditionnelles traverseront une douloureuse période de transition. Certains ne parviendront pas à s'adapter à ce changement et se sentiront désemparés, laissés pour compte. Cette ère est à la fois magnifique et impitoyable. Si vous êtes incapable de créer de la valeur, votre raison d'être pourrait s'estomper. Enfin, permettez-moi de vous adresser quelques mots. Le meilleur investissement pour l'avenir est d'investir en vous-même. La théorie de la compensation des faiblesses est dépassée. Place à la théorie de la valorisation des forces. Assurez-vous d'être excellent dans une niche spécifique. Basez vos choix sur vos intérêts, vos passions et vos idéaux. Lorsque les autres s'agitent, restez calme. Lorsque les autres font du bruit, vous réfléchissez. Il n'est jamais trop tard pour commencer ce qui vous convient. À l'avenir, nous ne manquerons ni de contenu ni de produits, mais seulement de choses intemporelles. Si ce message résonne en vous et que vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne Clé de vie et de partager cette vidéo avec vos proches. Vos réflexions sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À très vite pour de nouvelles clés de vie.